Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo suite à des commentaires que j'ai eus sur mon réseau social YouTube. Alors petite vidéo pour parler de nos adaptations morphologiques comme machine à tuer. Parce que l'homme, s'il a survécu jusqu'à maintenant, s'il est devenu ce super prédateur et ce conquérant du monde, c'est parce que sous ses allures de faible primate, sans crocs, sans griffes, sans une puissance musculaire importante comme certains animaux, est néanmoins le prédateur le plus puissant, le plus dangereux et celui capable de tuer le plus grand nombre d'espèces pour se nourrir ou pour s'amuser. De toute façon, l'homme, de par sa morphologie, est devenu et s'est adapté pour devenir un puissant prédateur sans en avoir réellement l'air. Alors je vais vous expliquer cette transformation parce que c'est très intéressant de comprendre que toute notre morphologie, tout notre corps est fait à la base pour tuer. Tuer, c'est-à-dire prendre l'énergie aux autres, aux animaux, prendre l'énergie au milieu pour rester en vie et transmettre cette vie, tout simplement. C'est pour ça que nous nous sommes développés, parce que nous étions avant tout un chasseur extrêmement efficace. À la fin, nous avons domestiqué les animaux. Nous n'avions plus besoin d'aller chasser. Nous avions surtout besoin de nous défendre des autres prédateurs humains qui allaient piquer les ressources des autres humains. Donc nous sommes devenus, après des chasseurs, des guerriers qui, dans un premier temps, ont utilisé leurs techniques de chasse pour des techniques de prédation sur les autres hommes et de récupération, d'accumulation calorique. Ça a été les guerres, quand les hommes ont commencé à accumuler du bétail et des grains dans leur grenier. Voilà, ou des guerres des fois territoriales pour récupérer au début des territoires de chasse quand l'homme commençait à monter en surpopulation de chasseurs avant qu'il ne découvre l'élevage et l'agriculture. Alors je vais vous expliquer morphologiquement je vais vous expliquer ce qui a fait de nous morphologiquement de terribles chasseurs. Alors tout d'abord, pour être un terrible chasseur, comme l'homme, une machine à tuer, il y a eu ce développement cérébral qui nous a permis de préméditer des actions en groupe. L'homme est le seul animal capable, en groupe, d'organiser des chasses et de préméditer des actions futures, et cela par le langage. C'est l'acquisition des notions de temps dans le langage, donc la capacité de dire « je suis »,« j'étais » et « je serai », qui a rendu l'homme extrêmement efficace dans sa prédation sur le monde, donc dans ses techniques de chasse, uniquement dans un premier temps à cause du verbe. Parce qu'avec ce verbe, il pouvait dire très primitivement « moi ici, toi là-bas, toi tourner après là-bas, toi ici, moi là-bas, moi par-ci par-là ». Il pouvait organiser des actions par le verbe. La capacité de manier des notions de temps dans le langage lui ouvrait la porte de la préméditation en groupe, ce qu'aucun animal peut faire. Alors, il y a de nombreux animaux qui chassent en groupe, mais ce sont plus des réflexes conditionnés plutôt que des communications préméditées. Ils vont agir sur l'instant, ils se connaissent parfaitement, ils savent par exemple que le chien, par exemple une chasse de loup, que le loup A du groupe, quand vous êtes un loup, il sait très bien que ce loup-là va partir devant et que l'autre, il est très bien pour attendre derrière et attaquer après. Donc ils s'arrangent entre eux, mais il n'y a pas de communication réelle sur la chasse. Il y a bien sûr des évolutions qui se sont mises au point pour pouvoir organiser ces chasses et qu'elles deviennent extrêmement efficaces. Une chasse doit être silencieuse pour pister les animaux. Par exemple, les chiens, on transpire des coussinets. Alors, chose étrange, ils transpirent, mais pour quelle raison? Pour la bonne raison que les chiens se suivent souvent. Ils reniflent au sol, parce qu'ils ont la tête près du sol, ils reniflent la proie qui va laisser des molécules correspondant justement aux odeurs de cette proie, et puis à l'état de stress de la proie, mais aussi il va y avoir des molécules qui vont être laissées par les autres pisteurs, chiens ou loups. Donc le loup, le chien qui arrive derrière, renifle
et c'est que le chien qui est devant, il continue à pister. Par contre, si le chien qui est devant a senti la proie, il va avoir, sous l'émotion de cette chasse, il va transpirer et il va émettre, par ses coussinets sur le sol, des molécules correspondant à l'excitation. Donc le chien qui est devant, qui renifle la proie, va sur le sol laisser des traces, et le chien qui est derrière saura que c'est ce chien-là qu'il faut suivre, même s'il n'y a pas d'aboiement et de communication sonore. Donc techniques de chasse qui se sont mis au point au cours de l'évolution, extrêmement efficaces pour chasser silencieusement avec des traceurs chimiques indiquant l'état d'esprit du chien, s'il est heureux d'avoir trouvé une proie excitée ou s'il est uniquement dans la recherche de la proie olfactive sans l'avoir trouvée. Donc c'est extrêmement complexe, mais ça n'a rien à voir avec la complexité donnée par le langage et notion de temps de l'homme, qui lui permet en disant toi tu vas partir par là, moi je vais partir par là-bas, toi tu restes là, et toi tu viens avec moi, moi je tourne par là, tu tournes par là. Ce sont des techniques extrêmement efficaces de préméditation qui donnent déjà la supériorité intellectuelle de l'homme sur les autres animaux et qui lui permettent de chasser avec efficacité. Là-dessus, l'homme a généré aussi, au niveau de son corps, des techniques lui permettant d'être un chasseur extrêmement efficace. L'homme vient d'Afrique, il vient d'Afrique parce que il y a des régions tropicales où il y a nos ancêtres étaient arboricoles, il y a dans des forêts riches, où ils étaient frugivores, il y a eu des assèchements qui sont périodiques, donc ils se sont retrouvés en savane, bipèdes, et à ce moment-là, bipèdes, ils ont dû s'adapter à un climat relativement chaud, sans protection de canopée qui vous empêche de griller au soleil, donc ils ont dû s'adapter à ce climat, et comme il n'y avait plus de fruits, comme il y avait peu d'arbres et juste des graminées, ils n'ont pas l'intestin fait pour digérer des graminées où il y a beaucoup de cellulose, il faut pas dire des fruits, des feuilles sans cellulose. Les feuilles dans les plaines des savanes où se sont retrouvés nos ancêtres bipèdes ne sont pas tellement digestes pour eux, donc ils doivent compenser en mangeant de la viande qui est relativement digeste, mais de la viande fraîche. Donc ils sont devenus des chasseurs opportunistes, cherchant aussi des charognes fraîches, donc marchant des kilomètres dans une savane très chaude, marchant de préférence en plein soleil, en pleine journée, quand les animaux ne peuvent pas, les prédateurs ne peuvent pas trop se déplacer, et l'homme a gêné, parce qu'il fait trop chaud, donc ils sont sous les arbres, donc l'homme se déplace sous cette chaleur intense en pleine journée, parce qu'il n'y a pas beaucoup de prédateurs en plein soleil, et il a mis au point un système de thermorégulation extrêmement efficace, et un système de locomotion très économique, donc peu énergivore, ce qui est la marche. Donc l'homme marche des kilomètres, ça consomme très peu d'énergie, mais en même temps il doit refroidir ce corps qui peut monter en chaleur, et principalement le cerveau. Il a mis au point, en perdant ses poils et en se couvrant de mélanine pour pas griller, et pour pas griller la peau, et pas mourir par des brûlures de la peau au soleil, par les ultraviolets, il a généré une couche de mélanine, donc c'est sélection des individus les plus noirs. On est devenu noir en Afrique quand on a quitté les forêts, en savane. On a perdu nos poils et on s'est mis à transpirer relativement abondamment pour évacuer cette chaleur, parce qu'il y a tout le temps des points d'eau, on peut boire, évacuer cette chaleur pendant la marche économique qui nous permet de ne pas griller trop de calories non plus, d'évacuer cette eau et surtout de transpirer énormément au niveau du cerveau qui s'est développé, puisque le fait de parler avec un langage complexe, avec des notions de temps, favorise pour nous la capacité d'avoir une grosse mémoire permettant justement d'organiser des actions, d'avoir une vie sociale extrêmement complexe et, par exemple, des actions sociales comme la chasse extrêmement complexes demandant un gros cerveau consommateur d'énergie, mais aussi qui monte en chaleur, donc on se met à transpirer beaucoup. Donc grand front, transpiration, gros cerveau capable de préméditer des actions, avec grosse mémoire, capable d'enregistrer des actions, de les accumuler, et de cette interface langage permettant de parler, de communiquer extrêmement rapidement, sans passer par les émotions, sans penser avec toutes les émotions, avec toutes les images, en pensant par cette interface langage, qui est une interface sonore beaucoup plus facile à gérer qu'une pensée qui ne serait que entièrement sensitive, donc avec l'odeur, le son,
le son, le toucher, qui rentrent dans le réel, qui sont extrêmement difficiles à communiquer. Donc on a mis des symboles sonores sur des émotions, des sensations, des objets, des choses, ce sont les mots, et on a commencé à parler avec des notions de temps dans le langage, ce qui a fait le verbe, vocabulaire plus verbe, capacité de communiquer d'une façon sonore des notions qui sont des fois des notions visuelles, des notions émotionnelles, des notions sensitives, extrêmement lourdes à gérer s'il n'y avait pas cette interface sonore. Donc l'homme est devenu justement cet animal capable de réfléchir, de préméditer, avec un gros cerveau qu'il fallait refroidir. Il a perdu ses poils, il a noirci pour éviter les prédateurs, et il est allé marcher des kilomètres pour récupérer de la nourriture qu'il ramenait aux femmes qui restaient près des arbres, près des points d'eau, prêts à grimper au départ, parce qu'avec des bébés à croissance lente qu'il faut éduquer, avec un gros cerveau qui doit se remplir d'informations pour devenir l'être social extrêmement complexe que nous sommes, donc les femmes avaient cette fonction, ne pouvaient plus participer à la chasse, au nourrissage des petits, donc elles pouvaient allaiter, mais c'était les hommes qui rapportaient une partie de la nourriture aux femmes. Donc l'homme est devenu un terrible chasseur social, chasseur en groupe, avec ce gros cerveau qui prémédite, avec cette capacité de marcher des kilomètres pour pister. Alors au début, il n'a pas forcément les armes, il peut y aller, il monte, comme il grimpe encore pour se réfugier des prédateurs, il grimpe. Donc il a cette possibilité de grimper, donc d'avoir un dorsal très développé, d'avoir un pec très développé, et il peut taper vers le bas. Donc avec un bâton dans la main ou une pierre, il peut lancer facilement, au début un peu mal, mais à plusieurs, ça peut faire très mal à des prédateurs. Donc il devient, par ce système de lancer, un terrible, en tout cas prédateur, en tout cas un terrible animal social capable de se défendre contre les prédateurs qui voudraient l'agresser, puisqu'à plusieurs, ils peuvent se défendre avec des bâtons et en lançant des objets, même s'ils lancent des objets d'une façon au début un peu anarchique, ils peuvent lancer puissamment et c'est quand même extrêmement dangereux. Donc ils n'étaient pas facilement attaquables par des groupes, par des prédateurs, par des grands fauves, des lions, des tigres à dents de sabre, des hyènes, parce qu'ils étaient dangereux à cause des bâtons qu'ils tenaient dans les mains, par cette capacité de grimper, qui leur donne cette capacité de taper de haut en bas, puisqu'on se hisse par les dorsaux, capacité de saisir et capacité de jeter verticalement, mais sans encore une grande technique et sans encore une morphologie pour pouvoir lancer. Mais ils étaient très dangereux. Alors je vous montre, le singe qui grimpe a quand même cette capacité de lancer, et je vais vous montrer un magnifique dessin tiré de mon bouquin L'éveil des consciences pour que vous compreniez un peu cette morphologie des singes qui permet aux singes de jeter quand même puissamment des objets. Alors vous avez ici le grand pectoral, ici le grand dorsal. Le singe n'a pas de rotation de taille puisqu'il a un très grand bassin qui remonte haut, une cage très évasée, il n'a aucune rotation de taille, il ne marche pas très bien debout, mais il peut quand même taper de haut en bas très puissamment et lancer même lancer puissamment, même sans être précis, des pierres et faire mal en lançant de haut en bas. Donc il n'est pas très précis, il ne peut pas avoir de rotation, il ne peut pas viser réellement, mais à plusieurs c'est dangereux. Donc il a déjà, par cette faculté de grimper, cette capacité de lancer mais aussi de taper. Vous remplacez cette pierre par un bâton et les coups portés de haut en bas sont extrêmement violents. Donc danger, notre ancêtre dans la savane commençait à être dangereux. Donc il marche, il va au début récupérer, chaparder en observant l'horizon des charognes fraîches. Donc c'est sa fovea, dire sa rétine et son cerveau s'est complètement transformé, c'est-à-dire que ses yeux se sont transformés, mais le traitement de l'image à l'arrière du cerveau s'est aussi transformé pour s'adapter à la savane. Alors, la grande différence entre l'homme et le singe dans la perception de voir les choses, dans la capacité de voir les choses, dans sa perception, c'est qu'il n'a pas du tout le même traitement de l'image. Le singe, par exemple, a une rétine beaucoup plus sensible sur l'ensemble. C'est-à-dire que le singe, vous savez, on dit que les singes sont autistes parce qu'ils ne vous regardent pas en face. Alors, c'est pas vraiment qu'il soit autiste, c'est que le singe n'a pas ce système de balayage comme l'homme qui est fait à la base pour nos ancêtres en savane pour balayer l'horizon à la recherche de proies ou plutôt de charognes. On regarde l'horizon, regardez les vols de vautours, on balayait l'horizon
avec une fovea centrale, c'est-à-dire le centre de la rétine extrêmement innervé et capable de voir des choses extrêmement fines, alors que le bord de l'œil est plutôt relativement flou, vous ne voyez pas bien, vous voyez à peu près les images, mais pour avoir une image mentale nette, vous êtes obligé de faire un balayage permanent et c'est votre cerveau qui recrée l'image dans votre tête. Alors que le singe, lui, a une rétine entièrement, extrêmement sensible sur l'ensemble, capable de voir les détails sur l'ensemble, mais cette rétine demande un traitement permanent d'une grande quantité d'informations. Donc c'est un traitement permanent qui ne va pas stocker, il ne va pas mémoriser. Le singe est dans un autre milieu, il est dans un milieu arboricole où il saute de branche en branche. Donc il doit avoir une perception de l'instant extrêmement détaillée pour, en l'air, pouvoir voir la branche et s'y agripper, parce que s'il balaye, il n'a pas le temps qu'il balaye, il loupe la branche, il rate la branche, il tombe, il meurt. Donc traitement de l'information par cette rétine extrêmement innervé mais extrêmement sensible sur l'ensemble, donc capable de voir les détails sur quasiment toute la surface de la rétine, mais cet traitement de l'information est momentané, c'est juste un traitement de mémoire instantané qui va disparaître, parce qu'il ne va pas accumuler en permanence de la mémoire, de ce qu'il a vu, ça ne servirait à rien, il n'a pas accumulé la mémoire comme l'homme, parce que l'homme est un animal social, organisant grâce à cette mémoire, stockant des informations, des actions passées et pouvant organiser des actions futures à plusieurs, donc il a besoin d'une structure sociale extrêmement complexe, mémorisant des actions, mémorisant des individus, des tâches, donc il va générer un autre type de cerveau, une vision différente. Le singe, lui, pas du tout la même rétine, et pas du tout le même traitement de l'information, puisque le singe a une perception de l'instant beaucoup plus puissante et beaucoup plus détaillée que l'homme, mais elle va disparaître, c'est une mémoire à court terme qui n'a pas d'intérêt à se conserver, alors que l'homme, lui, va avoir juste un balayage du monde, il va se recréer un monde par ce balayage, avec juste la fovea centrale qui balaye et qui voit très très bien, encore plus précisément qu'un singe, mais à l'horizon, il est fait pour voir loin, c'est pas un milieu de forêt où on voit à 10, 15, 20 mètres. L'important d'un homme, c'est de voir très loin, parce que très loin, il y a la calorie à bouffer, il y a la charogne fraîche dans un premier temps, donc on s'approche doucement et on fait fuir. Donc on balaye avec cette fovea centrale, on s'approche, on capte dans le ciel le vautour et on s'approche doucement en marchant sous un soleil bien chaud et on pique à coups de bâton en balançant des pierres aux prédateurs de taille moyenne ou des fois plus grosse, la bouffe, ce qui rend l'homme un prédateur ou un charognard opportuniste capable de manger de la viande parce qu'il n'est plus en forêt, mais une viande relativement fraîche parce qu'il n'a pas l'intestin il a un intestin trop long puisqu'il mange encore des végétaux et un estomac pas assez acide qui fait qu'il ne peut pas digérer des viandes avariées avec des bactéries pathogènes dedans, donc de la charogne, parce qu'il va mourir. Alors qu'un chien, une hyène, même un lion, va pouvoir bouffer une viande légèrement avariée pour le lion, très avariée avec des bactéries pour le chien, parce que l'estomac acide du chien va tuer toutes les bactéries, et l'intestin très court du chien, qui n'est pas fait pour digérer les fibres de cellulose, mais directement assimiler les protéines et les graisses. Pareil pour les félins, les gros fauves, ce sont des intestins courts, des gros estomacs acides qui détruisent toutes les bactéries. L'homme n'a pas cette capacité, il est donc obligé de manger de la viande fraîche, donc charognard, mais de charogne fraîche. D'ailleurs, petite histoire, si vous avez déjà senti une charogne, si vous avez envie de vomir quand vous sentez une charogne, c'est tout simplement que vous êtes programmé pour rejeter les viandes pourries parce qu'elles sont mortelles pour vous. Et votre corps, ceux qui ont survécu, c'est ceux qui avaient ce rejet par l'odeur de la charogne, de cette viande avariée. Ce ne sont pas les bactéries qui sentent mauvais, ce sont les acides aminés des viandes sectionnées par les bactéries et des viandes en décomposition. Donc les protéines se décomposent en acides aminés et c'est les acides aminés que nous percevons qui nous donnent envie de gerber, et pas les bactéries pathogènes qui vont nous bousiller la flore intestinale et la surface de l'estomac et nous tuer. Non, ce qui pue, c'est les acides aminés qui ne sont pas dangereux en eux-mêmes, c'est ça qui pue, mais ce sont ces acides aminés que nous avons appris à reconnaître parce qu'ils sont le signe d'une viande pourrie. Donc si nous n'aimons pas l'odeur de charogne, c'est tout simplement que la viande pourrie était le plus grand des dangers pour nos ancêtres charognards, mais de charogne fraîche, tout simplement.
Et c'est pour ça que vous passez un chien qui renifle une charogne ne trouvera pas l'odeur désagréable parce que pour lui ce n'est pas un danger, il n'a pas été sélectionné pour avoir envie de gerber, même avoir ses spasmes pour rejeter la viande pourrie, puisque lui la viande pourrie la digère parfaitement, son estomac acide tue toutes les bactéries pathogènes, et donc l'odeur ne la gêne pas, il est même fait pour rechercher ces odeurs pourries, il va même les aimer, comme quoi le goût est relatif. Pour le chien, une odeur de merde ou de charogne, c'est pas trop mauvais, c'est même plutôt bon, alors que pour un homme, c'est dangereux puisque ça peut le tuer, son système digestif n'étant pas capable de digérer et de tuer ces viandes et de tuer les bactéries pathogènes. Donc on s'est complètement adapté, on ne peut pas manger des viandes pourries parce qu'on mangeait encore des végétaux, donc on a quand même un intestin un peu long capable par des bactéries de sectionner les fibres indigestes des végétaux pour en tirer l'énergie, les sucres. Donc on a quand même conservé un intestin assez long, un estomac un peu acide, mais pas autant que les chiens. Donc on s'est vraiment adapté pour devenir j'espère, de chasseurs opportunistes omnivores. Donc déjà une adaptation. Ensuite, on s'est adapté au lancer pour devenir de terribles lanceurs. Toute notre morphologie est faite pour tuer. On n'est pas du tout un individu, un être qui est sympa, qui est vulnérable. On n'a pas de crocs, on n'a pas de griffes, mais on est une catapulte vivante. On est faite pour projeter des objets et tuer à distance. Et toute notre morphologie est faite pour ça. Faite pour se déplacer sur des kilomètres. Et faite, à la base, est faite aussi pour tuer à distance. On est le seul animal avec quelques poissons ou le fourmilier, comment ils appellent ça, certains insectes ou certains poissons qui ils ne tuent pas mais qui attrapent les proies à distance. Nous, on les attrape mais on les tue aussi à distance en jetant des cailloux, en les tapant, mais en jetant aussi des pierres, des cailloux, et on est devenu un chasseur par jet. Notre morphologie s'est complètement transformée. On a libéré notre taille, on avait un grand bassin, comme tous les singes, relativement fixe, c'est ce qui est mieux pour les déplacements arboricoles, avec ce bassin qui oscille légèrement, ses larges épaules et c'est relativement mobile, et tout un système de propulsion s'est développé chez l'homme, rendant l'homme extrêmement dangereux dans ses activités de projection d'objets. Donc comment on a fait ça? On est vraiment une vraie catapulte. Notre sangle abdominale est une sangle qui est faite pour tourner. Normalement, c'est pour la locomotion, marcher, rééquilibrer les pas, puisque c'est juste un déséquilibre économique, la locomotion bipède. Donc on marche. On peut courir un petit peu, trottiner, mais ça commence à consommer trop d'énergie, donc on marche. Mais là-dessus, on peut aussi lancer, et le fait d'avoir une rotation et de lancer nous permet, avec la force des abdominaux, donc là, on emmagasine dans la sangle abdominale l'énergie cinétique de la torsion, comme dans des élastiques, et on la redonne à la propulsion. Donc on fait contraction, propulsion, on fait une action musculaire de contraction, mais en même temps une action musculaire de tension dans les fibres musculaires, mais aussi dans les fibres les fibres de maintien de la sangle abdominale. Et il n'y a pas que du muscle, il y a aussi tout un tissu qui accumule l'énergie cinétique, toutes ces aponevroses qui sont feuillées supplémentaires, comme des élastiques, avec des trames. Vous regarderez la structure des abdominaux, vous comprendrez, je vais vous montrer des schémas. Vous accumulez l'énergie cinétique, vous contrôlez, hop, et vous relancez, comme une catapulte, vous avez comme tiré sur un élastique, vous relancez la même chose pour tout ce qui est pec, épaule. Vous projetez en tournant le bras en arrière. En projetant le bras en arrière, vous tirez, vous mettez en tension le grand pectoral, les ligaments de l'épaule, le deltoïde antérieur, et vous accumulez l'énergie cinétique, vous tournez avec les abdos, bien sûr vous utilisez aussi le membre inférieur pour projeter, vous courez, vous donnez de l'élan, et vous lancez, c'est-à-dire que vous avez accumulé l'énergie cinétique dans le muscle, vous faites une rotation, l'énergie de rotation, l'énergie cinétique comme élastique est accumulée dans les fibres de la sangle abdominale, dans les fibres du grand pectoral, dans les fibres du deltoïde antérieur et dans les fibres même de l'articulation de l'épaule qui est relativement élastique, et vous restituez cette énergie en vous contractant, et donc c'est un ensemble, c'est contraction et restitution énergétique dans les fibres, ce qui fait qu'on est une véritable catapulte capable d'emmagasiner l'énergie cinétique et de la restituer dans une projection très efficace.
très efficace pour tuer. En plus, nos membres supérieurs, comme on ne grimpait plus, on n'avait plus à se réfugier dans les arbres, donc on avait fait fuir tous les grands prédateurs, donc nos membres supérieurs ont perdu leur forme en crochet. On avait les avant-bras, les fléchures d'avant-bras relativement courts, ce qui fait que le singe, lui, quand il étend, quand il a la main fléchie, il peut tendre les doigts, et quand il étend, elle vient en crochet, pour la bonne raison que il ne va pas se contracter en permanence les muscles dans les arbres, il a des crochets, quand il tend la main, les doigts, tu vois, il est comme ça, et les doigts se replient parce que les fléchisseurs sont courts, les doigts. Donc il n'a pas d'effort à faire pour se maintenir. L'homme, lui, n'avait plus à grimper, donc ses fléchisseurs se sont allongés, ce qui lui permet de lancer avec précision en accompagnant l'objet avec le bout de ses doigts, en lui donnant une direction, en regardant, en fixant, en cible, et avoir un plaisir dans le lancer. On retourne, on lance, et l'homme est vraiment un être fait pour lancer et tuer. Toute sa morphologie s'est adaptée au lancer. C'est-à-dire qu'il n'a pas qu'une morphologie de marcheur, il a aussi une morphologie pour lancer et tuer, blesser à distance et taper de haut en bas. On est vraiment fait comme des guerriers, des tueurs. Moins maintenant quand on est dans les bureaux, mais on éprouve encore cette jouissance à lancer. C'est pour ça que tous les petits garçons aiment bien tirer. Il y a ce plaisir de viser, de se projeter spirituellement, sur l'objet qu'on va tuer, de voir à distance, le plaisir de percuter une chose à distance étant l'homme. Les garçons, les gens qui jouent aux fléchettes dans les bars, les jeux de tir sur internet, ce sont des jouissances que le mâle humain a en lui, puisqu'il devait éprouver cette jouissance de tirer, de toucher une cible pour, en fin de compte, le stimuler à la recherche de l'énergie, de la calorie qui ramenait pour lui, mais aussi pour les femmes qui restaient avec les petits ou les vieux au village ou près des arbres. Donc, l'homme est vraiment fait pour lancer à distance, tout son esprit est fait pour aimer jeter, tirer, pointer. Le joueur de boules dans le midi de la France, ce n'est qu'une réminiscence de notre adaptation à la chasse et au tir. Aimer tirer, c'est une programmation génétique. Tous les petits-enfants, ils aiment les pistolets, ils aiment tirer, ils ont une jouissance à regarder, à imaginer qu'ils tuent et qu'ils percutent à distance quelque chose. Oui, c'est une programmation de jouissance. Quand on tue, l'homme jouit quand il tue une proie, puisqu'il va jouir, ce qui apporte un plaisir à l'homme. Normalement, la programmation génétique, c'est ce qui lui apporte ou un apport calorique supplémentaire, ou une facilité pour se reproduire, tout simplement. Donc le fait d'aimer tirer, d'aimer viser, c'est tout simplement parce que ça nous apportait de la survie. Donc l'homme aime tuer, aime tirer, les chasseurs aiment chasser. Bon, les écolos n'aiment pas ça. Pour vouloir un homme d'aimer chasser, bien sûr, ça ne sert à rien maintenant, puisqu'on a la viande au supermarché, au rayon surgelé ou chez le boucher ou bien au rayon boucherie, en plus ou moins frais. Mais voilà, l'homme est programmé pour tuer. Tout son corps, toute sa morphologie est faite pour ça. Même nos yeux, pour les singes, vous savez, il y avait ce test, nos yeux qui sont faits pour balayer l'horizon. Il y avait ce test japonais, on disait les singes sont très intelligents, regardez, ils sont capables de percevoir un écran, on leur montrait 5 chiffres qui apparaissaient, et dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, en une seconde, ils arrivaient à les retaper rapidement. Oui, parce qu'ils ont une mémoire immédiate extrêmement puissante pour percevoir instantanément le milieu quand ils sautent de branche en branche. Donc, les singes, ils tapaient, dans l'ordre des chiffres, ils avaient une récompense. Un homme, bien sûr, n'a pas cette capacité, puisque l'homme, il balaye. Il n'a pas une rétine qui est très énervé, qui voit tout d'un coup. L'homme a juste la partie centrale de la rétine qui fait pour balayer l'horizon à la recherche de proies lointaines. Il prémédite son attaque. C'est un chasseur qui arrive doucement, un fourbe qui va vous niquer en préméditant ses actions. C'est pour ça que maintenant il y a des escrocs, ils préméditent. L'homme prémédite ses actions. Il est retors. Aucun animal ne fait ça. Mais l'homme, par le langage, est devenu cet être capable de préméditer, de faire les meilleures choses par la préméditation et par le dialogue avec les autres, mais aussi d'être capable des pires vilainies et des pires programmations de prédation, de vol et d'escroquerie par ce langage, parce que nous sommes un chasseur fait pour calculer comment récupérer de l'argent, pas de l'argent, de l'énergie, c'est la même chose sur le monde. Avant cette énergie, c'était la nourriture, maintenant c'était les animaux qu'on chassait, maintenant c'est le fric, l'argent, et il y a cette programmation pour récupérer, parce que c'est en nous de prendre l'énergie, de se programmer, de se projeter dans le futur pour prendre cette énergie. L'homme est un puissant chasseur par l'esprit,
par le lancer, et il continue, justement, des fois, à ne pas maîtriser ce besoin d'aller se projeter dans le futur. Donc voilà, est-ce que j'ai tout dit sur notre morphologie pour la chasse? Tu à distance, ciblé, la fauvéa, je vous l'ai expliqué. Très bonne perception de l'instant, ça c'est le singe, mais il l'oublie après, mais parce qu'il est dans les arbres. Pas besoin de mémoire importante pour un singe parce qu'il n'a pas une vie sociale aussi importante, il n'a pas besoin d'accumuler des données énormes comme nous, hein. Ça ne sert à rien du tout, hein. L'homme pense tout le temps, d'ailleurs l'homme a une activité cérébrale importante, consomme énormément d'énergie, ça s'est calculé par les petits foramen ici qui amènent de l'énergie, qui amènent du sang au cerveau pour l'irriguer en permanence, et par l'étude de ces petits foramen, on s'est aperçu que progressivement le cerveau ne faisait pas que grossir chez les hommes, il fonctionnait aussi en permanence parce que l'ouverture des foramen indiquait un débit de sang beaucoup plus intense, donc non seulement la taille du cerveau est plus grosse, mais en plus il fonctionne plus, il a besoin de plus d'apport de sang et d'oxygène parce qu'il est en permanence en ébullition, il réfléchit à ce qu'il va faire, alors que le singe, il agit, il cherche la bouffe, après il se repose et il ne pense à pas grand-chose, sauf mémoriser dans son sommeil ou dans ses songes les quelques actions qui lui ont permis de survivre, mais absolument pas d'imaginer des plans et d'échafauder des plans dans sa tête pendant son repos pour voir comment conquérir le monde et comment s'associer pour le conquérir. Ça, c'est l'homme, et c'est donné par le langage qui permet de réfléchir. Non, demain je vais faire ça, tiens, je vais niquer machin, tiens, j'ai gagné de l'argent avec son bouquin, avec mon associé, je vais lui tirer les 70 000 € en douce en déclarant par exemple des frais de maquette extrêmement élevés, ce qui fait que je vais dire qu'il ne reste plus d'argent dans la société, et il ne va pas le voir parce qu'il est con. Non, l'homme n'est pas... L'homme est comme ça, c'est un vilain prédateur, mais c'est aussi un être très intelligent, capable du pire et du meilleur par le verbe, et capable de chasser, de tuer à distance. Voilà, notre morphologie est faite pour ça, elle est faite pour tuer, elle est faite pour aller chercher l'énergie. Nous ne chassons plus, mais nous sommes encore faits, pendant très peu de temps que nous ne sommes plus en guerre, mais à partir du moment où on a commencé à stocker, à partir du néolithique, l'énergie, on était chasseurs-cueilleurs, donc ça a généré des groupes d'hommes qui n'étaient plus chasseurs d'animaux, mais qui étaient prédateurs de denrées accumulées par les autres hommes, et c'est pour ça que les hommes n'ont pas cessé de faire la guerre pour récupérer cette énergie. Quand ils montaient en surpopulation, il fallait bien qu'ils aillent trouver de l'énergie quelque part, alors ils le piquaient au voisin qui avait eu l'intelligence de l'accumuler. Le voisin qui avait eu l'intelligence de l'accumuler, prenant après des défenses et trouvant l'idée assez intelligente d'aller chercher un groupe de prédateurs, un groupe de voleurs, en disant on vous nourrit gratos, vous nous protégez, et comme ça, nous, on n'a pas à se défendre contre les autres. Ils ont commencé à fractionner la société avec les protecteurs, la noblesse, après plus tard, et les producteurs, et après est né le clergé, les prêtres, qui souvent venaient des protecteurs, qui eux, ayant dégagé les autres voleurs, ils étaient voleurs en les bases, avaient le temps de réfléchir au monde, alors que le producteur travaillait, pour élever et produire de l'énergie. Le gardien avait le temps de... le gardien, ayant évincé les autres voleurs, avait le temps de réfléchir au monde et de devenir un peu... de réfléchir à l'avenir et de penser à Dieu, à la théologie, aux esprits. Et ça, c'est une autre affaire. Je vous ferai une autre vidéo plus tard sur l'apparition des castes. C'est très simple, je l'ai déjà fait. Ça s'appelait Naissance des mafias et des oligarchies. Voilà, ma petite vidéo avait comme but de vous montrer comment nous nous sommes développés, quelle morphologie nous avons pris. Morphologie faite pour chasser, tuer. Nous sommes un terrible prédateur par jet, le seul animal capable de tuer à distance. Même notre cou est fait pour ça, capable d'observer, de tourner. On a vraiment un périscope avec des musternoclédomastoïdiens, un cou extrêmement mobile et fragile, mais extrêmement mobile et fragile, mais capable d'observer, de balayer l'horizon pour y trouver la calorie. Calorie, tout est calorie. Voilà, petite vidéo sur l'homme, ce tueur né. C'était Fouad Delavier.